Merci de rester sur Canada International. Le sommaire de ce 20h, c'est toujours la consternation dans les milieux sportifs camerounais après la mort du jeune footballeur international camerounais Albert Dominique Ebossé Bojangor de la DS Kabylie en Algérie. Il a reçu un projectile en plein crâne samedi dernier après une rencontre de football. La famille est toujours dans l'incompréhension totale. Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. 215 kg de viande de brousse ont été incinérés au marché central de Ntui dans le département du Mbam-Ekim. C'est l'initiative des autorités administratives qui ont tenu à tenir le taureau par les cornes. Et puis au moment où les autorités sanitaires justement luttent contre la fièvre à virus Ebola, les personnels médico-sanitaires de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso à Yaoundé marquent un temps d'arrêt dans le travail. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous. D'après un constat effectué sur le terrain, les billets de 1000 francs et certaines pièces de monnaie sont en voie de disparition au Cameroun. Faire la monnaie constitue un véritable chemin de croix désormais pour les commerçants de la capitale économique camerounaise. Le reportage de Julio Trésortanon, Romionoko. Douala ce lundi après-midi, la vie suit son cours normal à Akwa. Mais chez les commerçants, les pièces et les billets de 1000 francs ont disparu. Difficile de faire la monnaie. Quand on vient avec 5 000, on passe à comment quelqu'un veut manger. Et dès qu'il n'y a pas la monnaie, il peut passer même à 13h, 14h. Et les billets de 1000 francs qui sont rares. Il n'y a pas de pièces en général. Il n'y en a pas. Ici, là, surtout au niveau d'Akwa. Quand c'est au niveau des grands marchés, on peut en trouver peut-être. Mais ici, nous avons affaire aux bureaucrates. Parfois, ils sortent même des taxis, là, c'est chez nous qui viennent prendre la monnaie. Il n'y en a pas. Tous les secteurs souffrent du problème de change. Les taximens et les mototaximens connaissent aussi des difficultés. Il y a trop de difficultés. Il y a les clients quand ils ont les gros billets, ils ne te disent pas. Bon, arrivé à la destination, tu es obligé de... Vous êtes obligé de discuter. Ouais, c'est ça. Oui. Il faut que tu discutes. Vous mettez tout à discuter. Lui-même, il sait qu'il a fait peut-être une heure de temps sur place. Tous les motos qui l'interpellent, il dit qu'il peut-être a bien les 2000 ou peut-être... Tout le monde refuse. Il faut monnayer pour faire la monnaie dans certaines surfaces. Il y a les gars des agences de pétrole, d'essence, qui vendent la monnaie. Lorsque tu vends là-bas avec 5 000, il faut que tu donnes, on va te donner 4 900. Où sont passées les petites coupures et à quand leur retour? En attendant d'y voir plus clair, le calvaire des usagers persiste. En politique, le week-end dernier, sous fond de dénonciation et surtout de soutien au chef de l'État, Paul Biya, dans la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram, le canton Bel a réuni les chefs musulmans et les assimilés pour réfléchir autour du sujet et éventuellement trouver des stratégies efficaces. Jean-Christian Aka, Marius Kossu. Son Altesse royale Jean-Yves Bébé de Lamangabel, chef supérieur du canton Bel, autorité administrative, municipale, chefs musulmans et assimilés, dans une convergence républicaine contre la secte islamiste Boko Haram. Pour le dire, les mots ne manquent pas ici au Parc des Princes, à Douala Bali. Le Cameroun, c'est un pays béni. Le président Paul Biya n'avait pas tué pour prendre le pouvoir. Et personne ne tuera un Camerounais parce qu'il veut prendre le pouvoir. Dieu va intercepter cela. Et ils vont aller là où ils sont. Et donc il s'agissait d'exprimer la position du canton Bel, qui est claire, qui est celle du patriotisme et du soutien unanime sans condition. Dans un deuxième temps, il s'agissait de... On a eu tendance à réduire les limites du canton Bel, notamment par rapport à Douala. Donc j'ai tenu à rappeler que la communauté, la population musulmane qui se trouve en majorité à New Bel, se trouve dans le canton Bel. Cette réunion de dialogue, empreinte de sensibilisation des populations et des jeunes, se solde par la signature d'une motion de soutien au chef de l'État pour les mesures prises afin de garantir la sécurité et l'intégrité territoriale du Cameroun.
Et dans le même registre, la présidente du Cameroun People Party, CPP, vient d'effectuer une visite de travail dans le Grand Nord pour réconforter les forces de défense dans la lutte contre Boko Haram. Edith Kawalai marque ainsi son passage sur le terrain politique. Louis-Roger Noadieu. Du 17 au 24 août 2014, Edith Kabangwala, la présidente du Cameroun People's Party, CPP, a voulu se rendre compte d'elle-même de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie septentrionale du pays sous la menace de la secte islamiste et radicale Boko Haram et encourager les forces de défense nationales. Cette descente sur le terrain, à un moment aussi crucial d'une femme, leader de parti politique de l'opposition, ne saurait être pris comme un simple fait politique. Bien au contraire, cette action d'Edith Kabangwala sonne comme un appel à d'autres formations politiques dites de l'opposition à manifester leur soutien sur le terrain de l'action aux efforts de guerre enclenchés par toute la nation pour venir à bout de la nébuleuse. Un exemple à suivre aussi pour toutes ces formations politiques qui n'attendent que la veille des consultations électorales pour s'attirer la sympathie des populations. En tant que stratège, elle a su, dans l'urgence, saisir la balle au rebond, puisque c'est par l'extrême nord, le nord et la Damawa, qu'elle a entamé sa campagne électorale en vue de la présidentielle de 2011. Elle n'a pas attendu une quelconque dotation des pouvoirs publics, comme beaucoup de formations politiques l'espèrent ces jours pour mener à bien leurs activités sur le terrain de la politique. Pour ce qui est de la présence du CPP et de ses activités sur le terrain, cette formation politique, à travers son leader, vient de saisir l'opportunité qu'offre l'actualité pour marquer des points précieux. Et sur l'échiquier national de la politique au Cameroun, ce sont les faits et les gestes qui comptent, tout comme la gestion du temps et de l'actualité politique. Et pour rester dans le septentrion, la croisade contre l'insécurité est depuis peu une cause nationale de premier rang. Le Cameroun, on le sait, a déclaré par le biais du président de la République une guerre ouverte au groupe islamiste Boko Haram, une guerre qu'il faut impérativement gagner, mais qui ne se gagnera pas pourtant seulement par le langage des armes. La lecture de Patrick Christian d'abord. Boko Haram ou pas, l'instabilité sécuritaire actuelle dans la partie frontalière au Nigeria de l'extrême nord exige une cure globale comparable à celle administrée à une gangrène. Comme toute gangrène, il est plus qu'impératif de l'éradiquer dès les premières manifestations de ces symptômes, au risque de ne plus pouvoir la freiner. Le renforcement des positions militaires dans cette partie du pays fait partie des mesures urgentes et appréciables déjà mises en application dans cette lutte. Mais à la vérité, cette présence militaire renforcée ne saura à elle seule venir à bout de cette pathologie sécuritaire qui met à mal la quiétude habituelle de l'entité Cameroun. À défaut de lui administrer dans l'urgence un sérum à la ZMAP, il urge cependant de freiner sa progression. Mieux, il devient impératif de mettre en quarantaine cette pathologie d'un autre genre pour davantage cerner ses racines et ses démembrements au-delà de ces manifestations visibles qui ont malheureusement le triste mérite d'accroître la psychose et de fragiliser le peu d'assurance restante au sein des populations locales. Un côté justement visible de l'iceberg qui cache bien l'identité des commanditaires, mais surtout les motivations réelles des instigateurs qui tirent les ficelles de cette situation obscure, semant crimes et désolations dans de paisibles familles. Situation d'autant plus perplexe et complexe au regard de ce que le mouvement indexé pour l'heure dans cette tension sécuritaire semble plutôt clair et précis sur ses intentions et ses actions extrémistes chez le grand Nigérian voisin, terrain par excellence de son expression, bâti sur un rejet total de la civilisation occidentale. Au-delà de cette supputation sur les motivations réelles de ces actes d'une barbarie avérée, il importe de signaler que l'efficacité de l'action militaire dans la croisade engagée contre l'insécurité dans l'extrême nord passera inévitablement par une action sociale forte, une action sociale empreinte de l'adhésion des populations locales aux différentes stratégies déployées pour la cause. Des stratégies obligatoirement greffées à des projets de développement viables et fiables sur le court et le moyen terme. Des stratégies porteuses d'alternatives pour une jeunesse pour la plupart désœuvrée, oisive et vulnérable à quelques discours extrémistes. Des stratégies également capables de raviver la confiance et l'appartenance à une même nation. Enfin,
des stratégies à même de conforter la fibre patriotique des populations de cette partie, laquelle fibre lie justement leur destin à celui des autres Camerounais. Et à Yaoundé, dans ce journal, on parle du plan d'urgence pour le développement du Grand Nord demandé il y a quelques semaines par le président de la République, Paul Biya. On en parle dans ce journal avec Deba Ndébé qui est en direct de Yaoundé. Où en est-on exactement avec ce plan d'urgence? Bonsoir Cathy Toulou, madame, monsieur, bonsoir. Vous parlez donc du plan d'urgence du président de la République. Une question se pose ici à Yaoundé. Qu'en est-il des 3 régions du septentrion? Voilà, voyons cela avec Justin Pierre-Issono. Cette question fait partie des urgences et donc des dossiers du président de la République. Le plan d'urgence a été donné comme une réponse aux questions sociales et économiques, voire politiques du Cameroun, et l'un de ces aspects est naturellement le développement du septentrion, soit les 3 régions de la Dabawa, du nord et de l'extrême nord. Ce plan de développement, réponse gouvernementale face à l'ennemi, consiste en l'aménagement des services sociaux, l'eau via les forages, les écoles et aussi le non moins important respect du quota des 30%, généralement réservé aux ressortissants du Grand Nord Cameroun. Dans l'un comme dans l'autre cas, la réponse du gouvernement est bonne, encore que la Banque mondiale la soutient, elle qui, à travers Mata Diop de l'Afrique, a fait nouer et financer certains contrats récemment. Il y a cependant l'importance démographique des Garois, mais surtout des Marois, qui oblige plus d'efforts de l'État dans sa conquête de son territoire national. Une responsabilité de l'État et de l'élite locale sur le front du Boko Haram et du virus d'Ebola. On parle de virus Ebola, lutte contre le virus Ebola. Justement, une descente musclée des autorités administratives du département du Mbamekime dans le marché central de Ntui s'est soldée par la saisie de 215 kg d'espace phonique. Le butin a été incinéré devant le public et surtout en présence du préfet Mamoudou. Méveline Tapi dans ces images de notre correspondant permanent dans le Mbamekime. Au marché central de Ntui, la tornade vient de sévir dans le compartiment réservé à la viande de brousse. L'opération nettoyage que conduit le préfet Mamoudou en personne a la main particulièrement lourde. Un recours extrême, dicté par une urgence qui a déjà enfiévré la planète entière, la fièvre Ebola. Sinistre épouvantail de l'heure. Au niveau du gouvernement camerounais, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment l'interdiction du braconnage, du transport, de la commercialisation et de la consommation de la viande de brousse. La collecte de cette ressource alimentaire devenue dangereuse s'est transformée en une véritable razzia. Bilan de la moisson, un colis de près de 215 kg rassemblé sous bon encadrement sécuritaire et jeté au feu devant témoins à l'esplanade de la délégation départementale du commerce. Et dans la cargaison incinérée, de nombreux gigots d'espèces potentiellement ébolagènes. Nous avons trouvé un certain nombre d'espèces qui sont liées à la propagation du virus. Par exemple, le porc épic, les singes, c'est 3 espèces de singes qui font à peu près 47% de toute la cargaison. La pilule est donc amère pour les opérateurs d'une filière qui fait problème depuis toujours. Un acte fort dans un département où la viande de brousse occupe une place centrale dans les mœurs alimentaires. Mais une action décisive pour prémunir la population contre un mal dont la progression devient chaque jour une véritable hantise planétaire. En santé, toujours 422 motos, dont de l'Organisation mondiale de la santé au gouvernement camerounais pour renforcer la campagne de vaccination sur le terrain. Le don a été réceptionné ce jour par le secrétaire d'État au ministre de la Santé publique, Ali Mayatou, des mains de la représentante de l'OMS au Cameroun. Une fois encore, Méveline Tapi. 422 motos, gracieusement offertes par l'Organisation mondiale de la santé au gouvernement camerounais. Du matériel roulant pour faciliter le déplacement des personnels des aires de santé dans les zones d'accès difficiles. Ceci dans le souci d'atteindre chaque enfant, où qu'il soit, pour une meilleure performance du programme élargi de vaccination. Nous allons pouvoir ainsi faciliter les déplacements des
personnes ressources, au niveau des programmes élargis de vaccination pour que réellement les activités de vaccination. Ce don s'inscrit à la suite de la donation en juin dernier de 10 véhicules 4x4 repartis dans 10 districts de santé de 10 régions du pays. Et j'ai pu constater que les véhicules sont sur le terrain, sont fonctionnels. J'ai rencontré exactement ce véhicule dans le district de Kitimangolo. Il était en train de rouler, de fonctionner, de faire son travail. Et à notre grande satisfaction, nous voyons que ces véhicules sont bien utiles pour le programme élargi de vaccination. Ces motos sont destinées aux formations sanitaires des 10 régions du pays. L'Adamawa, le centre, l'extrême nord et le nord ont déjà reçu à ce jour 176 engins à 2 roues et casques. Un geste salué par le gouvernement camerounais. Nous avons mené déjà en 2014 7 tours de campagne de vaccination contre la polio pour lutter contre cette épidémie qui s'est déclarée depuis octobre 2013. Et nous aurons encore 2 tours de campagne. Et là, ça sera synchronisé avec les autres pays de l'Afrique centrale, donc de la sous-région, en septembre et en octobre. Une clé symbolique est remise par l'OMS au secrétaire d'État à la santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Alim Ayatou, qui préside cette cérémonie. Toujours en santé, service minimum ce jour à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso. Le mot d'ordre de grève lancé par le personnel depuis le 6 août dernier a été respecté depuis ce matin. À la lettre, le personnel de santé revendique l'amélioration des conditions de travail. Jackson Bozo. Un personnel médical sanitaire désintéressé face à une clientèle malade et abandonnée. Les raisons sont bien visibles sur les bouts de carton. Nous avons écrit au gouvernement le 6 août pour une grève annoncée pour le 25 août. Donc 3 semaines pour pouvoir négocier. Approché jeudi dernier, les syndicalistes bottent en touche toute négociation avec les directeurs généraux adjoints. Ici, c'est le DG ou rien. Qu'un président d'un syndicat, représentant du personnel de HGOPI au sein du conseil d'administration, prouve qu'un directeur général adjoint ne puisse pas représenter l'institution, il faut se poser des questions. À l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé ce lundi, il y a bel et bien un mouvement de grève, mais aussi la thèse d'un complot évoqué. J'en veux pour preuve, lorsque nous parlons de financement basé sur la performance, qui est une approche nouvelle et innovante dans le financement du système de santé, cela est transmis au personnel comme une baisse de salaire. Comment voulez-vous qu'il n'y ait donc pas de problème lorsqu'un président d'un syndicat, qui se réclame en plus être le représentant du personnel au sein du conseil d'administration, transmet une fausse information au personnel? L'on nage alors entre détermination des uns et main tendue des autres. Nous allons continuer à grever au moins pendant une semaine. Et ensuite, nous allons faire le point avec notre base pour peut-être que chaque lundi désormais, qu'il y ait grève dans les hôpitaux. Leurs revendications sont prises très au sérieux. La direction générale de HGOPI, le conseil d'administration, les 2 ministères de tutelle que sont le MINSanté et le ministère des Finances, y compris le Premier ministre, chef du gouvernement. Les débats sont ouverts, mais en attendant, le malade, lui, paie la note. Aux encablures d'une autre institution hospitalière, cette fois à côté de l'hôpital central, c'est un corps sans vie qui a été découvert ce matin. La découverte a été également faite par Estelle Nyangon. Sous ces morceaux de carton se trouve un corps sans vie, découvert ce 24 août à Yaoundé, lieu-dit route du centre Pasteur. J'ai découvert le corps ce matin, mais dès vendredi, on l'a quand même vu traîner ici. Le supposé Ibrahim Piassa, âgé de 30 ans environ, aurait été aperçu dès le 22 août, déambulant avec beaucoup de peine, tenant ce plastique plein de morceaux de carreaux. Parce qu'il aurait été interné en Dokpassi le 2 août. Oui, le 2 août et le 15, il sort. Et le médecin a bien indiqué qu'il est sorti de lui-même sans autorisation du médecin. Il sort donc de lui-même et là on le retrouve ici comme ça. Un carnet de santé de l'hôpital de Ndokbessi à Douala aurait été trouvé,
mais malheureusement dérobé très tôt ce 25 août par 2 individus à moto. Là où c'est marqué la personne à qui s'adresser en cas de... avait le numéro la paire. Donc on a appelé et il nous a dit qu'il serait en route. Carnet d'hôpital, on l'a retrouvé là le matin. On l'a posé là et maintenant quand nous cherchons donc là, le gardien nous dit qu'il y a 2 messieurs qui sont en moto là tout à l'heure. En attendant que le corps soit déplacé pour la sécurité de tous, un mystère plane sur les causes du décès de ce jeune homme dont l'identité demeure incertaine. Pour le retour de l'info, à Douala, Cathy Toulou vous parlait de ce drame survenu en Algérie, un footballeur camerounais de la jeunesse sportive de Kabylie qui a été tué après avoir été atteint par un projectile. C'est l'objet du retour de l'information à Douala. C'est exact, Debo en DB, c'est toujours la consternation dans les milieux du football camerounais. Donc après la mort du jeune Albert Dominique Ebossé Bodjango, c'était donc samedi, l'attaquant camerounais et meilleur buteur de son club avant sa mort avait réussi l'exploit de marquer l'unique but de la victoire. David Sanjo. La Fédération algérienne de football arrête jusqu'à nouvel avis toute l'activité liée au foot dans ce pays après la mort d'Albert Ebossé Bodjango. Pour la fêtière, il faut trouver absolument le coupable. Le club du jeune footballeur se propose même d'offrir 50 millions de francs CFA pour l'organisation de ses obsèques. En plus, la famille recevra son salaire mensuel pour les 2 saisons qu'il avait encore à passer avec la JSK. Toute chose qui ne console pourtant pas la communauté sportive, les parents, amis et proche de ce jeune footballeur prometteur. Quand je rencontre Ebossé, il n'est pas un footballeur. Il a à peine 10 ans. Je le rencontre dans le cadre de mes multiples recherches de détection dans le village d'Oksimbi. Et il m'aborde immédiatement et il me dit « Tout ce que je te demande, c'est une paire de godasses ». Alors ça m'a tellement touché au point où j'ai eu la chair de poule. Je lui ai dit tout de suite, je donne la paire de godasses. Albert Dominique Ebossé Bodjango est mort, tué curieusement par les supporters d'un club qu'il portait pourtant à cœur. Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe, c'est très professionnel là-bas. La population est sympa et très accueillante. Je suis très ravi de faire partie de cette popularité. Albert Ebossé meurt à 24 ans alors qu'il était pétri de talent et nourrissait de grosses ambitions. Aujourd'hui, je suis content de ma performance. Et je ne veux pas m'arrêter là parce que je suis un joueur objectif. Je suis un joueur qui en a toujours besoin. J'ai vraiment envie de montrer aux Camerounais, à tous les dirigeants du football camerounais, que Ebossé peut apporter un plus dans cette sélection camerounaise. Véritable gâchis, puisque le jeune footballeur était déjà sur les tablettes des grands clubs européens. Et c'est évidemment l'incompréhension dans la famille du défunt que nous avons rencontré au quartier d'Oksimbi à Douala. Le reportage de Monique Naossifo sur Marius Cossu. La tragédie a traversé la famille Bodjango. Leur fils, leur frère, Albert Ebossé Bodjango, vient d'être brutalement arraché à la vie. Ce footballeur était jusqu'à samedi dernier sociétaire de jeunesse sportive de Kabylie en Algérie. Depuis l'annonce de son décès, ses parents sont sans voix. Mon fils m'a appelé à 15 h avant-hier qu'il avait match à 19 h. Bon. Après le match, moi je ne suis pas là-bas. C'est à 23 h 30 qu'on m'appelle que mon fils est mort. Donc je ne sais pas par comment. Je suis déjà vieux. Et c'est cet homme-là qui devait supporter cette famille. Là où il est parti maintenant, je sais que c'est à quel sein je vais me vouer. Titulaire et meilleur buteur de sa sélection, une carrière prometteuse se dessinait à l'horizon. De sources officielles, un projectile reçu à la tête alors en plein match serait la cause de son décès. Une enquête est d'ores et déjà ouverte aux fins d'établir les responsabilités. En attendant, c'est la consternation dans son village natal d'Oksimbi à Douala.
Adamo était notre meilleur frère, était notre ami, était l'ami de tout le monde. Il n'avait pas de discrimination, que ça c'est ma famille, ça c'est mes amis, ça. Il prenait tout le monde comme lui-même. Et je garde de très bons souvenirs. C'est vrai que nous avons passé des moments difficiles, très difficiles même, et de bons moments aussi. Et nous avions eu un enfant, une fille. Elle a eu 1 an le 8 août. Selon ses parents, le rapatriement de la dépouille incombe à l'État. Les autorités de ce pays et les autorités algériennes ont pris l'affaire à main. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. On attend leurs résultats. Il y a 8 ans, cette famille perdait leur aîné, Bodjango Bourgeois, lui aussi entraîneur de football. Cet immeuble d'Albert et Bosset, encore en chantier, va raviver encore pour plus longtemps le souvenir de ce digne fils de Doc Simbi. Encore 12 jours et l'équipe nationale de football du Cameroun va affronter la RDC. La liste des joueurs présélectionnés fait ressortir l'absence de plusieurs cadres de cette équipe nationale, un fait qui suscite des réactions. Robert Charlitoc. Une plaisanterie de mauvais goût, le dévoilement d'un amateurisme criard, dénudé d'objectifs, de cohésion, une alchimie de joueurs très peu compétitifs. Tels sont les a priori trouvés à la liste des joueurs présélectionnés publiée par le coach des Lions indomptables du Cameroun, Volker Finker. On fait une sélection pour un objectif. Et je ne sais pas quel est l'objectif qui est poursuivi avec cette sélection-là, cette liste-là, parce qu'elle n'a aucune cohésion. On ne voit pas si c'est l'attaque qui nous pose un problème, si c'est la défense, le milieu de terrain. On répond à quoi là? On prend des joueurs de 9e division pour mettre avec les joueurs premiers. C'est de poula. Et je crois que nous, c'est pas là complètement. Les questions fusent sur les motifs de cette présélection. Est-ce la conséquence de la commission d'enquête? Serait-elle tirée du fiasco de la déculottée enregistrée à la dernière Coupe du Monde? Toujours est-il que cette liste, qui pour plusieurs reste une phase, est de mauvais goût. C'est une liste qui ne me plaît pas et je n'aime pas ce qui est en train de se mettre en truc parce que c'est encore un côté un peu camerounais. On ne veut pas aborder sérieusement les problèmes. On n'aborde pas les problèmes et puis le sélectionneur devait donner une explication à des journalistes sportifs. Cependant, il faut tout de même reconnaître à celle-ci le caractère reconstructif, la marque de la rupture et de prise effective des responsabilités de l'entraîneur. Je pense que la liste opère une rupture entre ce que nous avons souvent vu jusque-là, où on reconduisait automatiquement certains noms sur la liste, et puis la responsabilité prise par l'entraîneur de marquer une nouveauté en introduisant davantage les joueurs qui évoluent dans le championnat national, en y intégrant bien entendu quelques jeunes qui étaient jusque-là inconnus, émanant des championnats étrangers. La mise à l'écart des cadres jadis incontournables a-t-elle tenu compte des différentes critiques? Augure-t-elle un espoir d'une reconstruction progressive face aux différents challenges à venir? C'est la reconstruction qui commence là. On ne peut pas vouloir reconstruire et amorcer immédiatement des résultats satisfaisants. Vous voyez, même dans le championnat européen, le démarrage se fait de manière lente, de manière progressive, pour pouvoir atteindre la vitesse de croisière, peut-être à l'issue de 2-3 matchs. Toujours est-il que tirer le meilleur de ces joueurs pour des résultats probants revient à imposer une politique managériale inculquée à l'encadrement, le respect de l'autorité de l'État et de la chose publique et associer à tout cela plus de sérénité au vestiaire et des performances sur le terrain. Et cette information de dernière minute qui nous arrive à l'instant. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique donc, a signé ce jour Stéphane Mbia Etonzi, désigné capitaine des Lions indomptables de football. Il aura comme vice-capitaine Eric Choupo-Moting et comme deuxième vice-capitaine Vincent Aboubakar. Et en culture, dans ce journal, un syndicat national des professionnels de la musique prendra corps le 30 août prochain au Cameroun. Il est question de prendre en compte les problèmes des artistes qu'il faut absolument sauver. Lille Piédiou, Victoire Sengue. L'art se meurt au Cameroun. La plupart des artistes camerounais vivent dans la pauvreté, incapables de subvenir à leurs besoins.
Leurs droits sont complètement bafoués. Conséquence, l'artiste est en chute libre. Il est temps que ce dernier vive de son art. D'où la mise sur pied d'un syndicat dont la mission première sera la protection et la préservation du droit de l'artiste camerounais. Il y a beaucoup d'artistes qui sont malades, ils ne peuvent même pas aller dans un hôpital se soigner. Sinaprom est déjà en train de négocier avec l'hôpital général de Douala et l'hôpital général de Yaoundé pour voir comment chaque membre qui sera adhéré à ce syndicat, en cas de maladie, va directement dans un hôpital. L'élection du bureau de ce syndicat national des professionnels de la musique aura lieu au Palais de Congrès le 30 septembre prochain afin de revendiquer les droits des artistes. La réunion de samedi 30 au Palais de Congrès, c'est pour présenter les statuts aux adhérents. Parce que pour le moment, nous n'avons pas encore d'adhérents. La réunion de samedi, c'est pour les adhérents. Et c'est les adhérents seuls qui ont le droit à ces statuts-là. Seulement, les artistes ne devraient pas confondre syndicats et sociétés de droits d'auteur. Non, ce n'est pas une société de droits d'auteur. Les artistes doivent comprendre. Sinaprom n'est pas une société de droits d'auteur, c'est un syndicat. Et un syndicat, tout le monde, vous êtes sans ignorer que le syndicat n'est que là pour défendre les droits de ses membres. Les artistes pourront également bénéficier des actions en faveur de la promotion de l'art et des artistes. Ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à partir de 22h15 l'émission Grand Stade présentée par David Sanjo. Passez une agréable soirée sur Canal 2 International. À demain, 20h.